Ce soir, je serai votre guide pour un merveilleux voyage dans la Grèce antique, où nous observerons le pays se parer d'or sous la magie du toucher du roi Midas. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Le roi Midas n'était pas particulièrement aimé par le peuple qu'il gouvernait dans le royaume de Phrygie. Mais cela importait peu à Midas. Lui, il aimait profondément sa propre vie. Il menait une existence d'opulence, une vie dont beaucoup ne pouvaient que rêver. Chaque matin, il s'éveillait dans son château somptueux, perché tout en haut de la plus haute colline des environs. Il quittait ses draps moelleux, imprégnés du parfum délicat du lilas et de la lavande, cueillis et séchés par l'un de ses innombrables serviteurs. À pas feutrés, il traversait le sol de pierre jusqu'à son grand balcon, d'où il embrassait du regard tout son royaume. Là, installé confortablement, il sirotait son thé parfumé au citron, en contemplant le lever du soleil qui baignait les collines, les montagnes, les vallées et les déserts, de teintes roses, violettes, orangées et surtout dorées, sa couleur préférée. Bien rarement, il songeait aux habitants qui peuplaient ces terres baignées par la lumière. Non, ses pensées étaient pour lui seul. Il aimait se rappeler que tout ce que le soleil touchait lui appartenait. Pendant un long moment, il fermait les yeux, se laissant bercer par les chants matinaux des oiseaux, ces mélodies offertes par la nature au monde endormi. Mais au fil du temps, cette symphonie naturelle ne suffisait plus à contenter l'âme exigeante du roi. Alors, d'un claquement de doigts, il faisait apparaître ses musiciens, prêts à jouer pour lui. Ils accordaient leurs instruments, tentaient de faire naître sous leurs doigts des morceaux dignes de plaire à Midas. Le roi tapotait du pied, écoutant d'un air exigeant, et si la musique ne lui convenait pas, il ne montrait guère de bonté envers eux. Car en vérité, le roi Midas n'était tendre avec personne. Personne, sauf une seule personne, sa fille Zoé. Chaque matin, Zoé l'attendait en bas, à la table du petit déjeuner. Et chaque matin, il descendait pour l'accueillir d'une étreinte chaleureuse. Zoé était une jeune fille radieuse, capable d'illuminer chaque pièce où elle entrait. Ses longs cheveux ivoires, souvent tressés de fleurs, lui donnaient une allure presque féerique, un reflet de sa personnalité douce et angélique. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble, un repas toujours somptueux, toujours extravagant. Jamais de simple bouillie de blé pour eux, jamais de plat ordinaire. Non, chaque mets devait être le plus rare, le plus cher, le plus exotique que ses serviteurs pouvaient trouver, quitte à les envoyer en expédition à travers le monde. Et tandis qu'il dégustait ces plats, parfois même sans les apprécier, Midas ne manquait jamais d'en vanter le prix et la rareté auprès de sa fille. Zoé roulait des yeux en souriant, jouant le jeu malgré elle. Elle espérait que cette obsession de son père pour la richesse finirait par s'atténuer. Mais cela semblait peu probable. Car, dès la fin du repas,
Midas descendait le long de son immense escalier en colimaçon, orné de tapisseries précieuses et d'œuvres d'art inestimables. À chacun de ses pas, les dizaines de bijoux d'or qui entouraient son cou et ses poignets tintaient doucement, un cliquetis harmonieux qui lui arrachait un sourire satisfait. Un rappel éclatant de tout ce qu'il possédait. La seule chose qui rendait le roi Midas plus heureux encore que le tintement cristallin de ses bijoux précieux était de se trouver dans la salle du trésor de son immense château. C'est pourquoi, sans faute, il y passait la plus grande partie de ses journées. Le roi s'installait sur des montagnes de pièces d'or et comptait patiemment son immense fortune, pièce après pièce. Chaque fois que ses doigts caressaient la surface lisse d'une pièce dorée, il sentait une vague de pouvoir et de joie traverser tout son être. Quand il comptait son or, plus rien n'existait. Plus rien au monde n'avait d'importance. Ses serviteurs savaient bien qu'il était strictement interdit de le déranger, quelle que soit l'urgence dans les murs du château. Certains jours, le roi allait même jusqu'à remplir une baignoire de pièces, s'y allonger et se laisser envelopper par leur fraîcheur métallique, comme pour mieux savourer sa richesse. Les pièces froides contre sa peau lui rappelaient qu'il avait amassé une fortune si vaste qu'elle lui permettrait de vivre dans le luxe éternel. Et pourtant, alors que son peuple luttait pour survivre, le roi Midas ne semblait ni s'en soucier, ni même s'en rendre compte. Pour lui, gouverner signifiait accumuler plus d'or, non pas veiller au bien-être de ses sujets. Zoé, sa fille, lui en voulait souvent pour cela. Mais chaque fois qu'elle tentait d'engager la discussion, il la rabrouait aussitôt, lui rappelant tous les luxes dont elle profitait grâce à sa fortune. Et, en son fort intérieur, Zoé devait bien admettre qu'elle aimait certaines choses dans cette vie. Elle aimait errer dans les vastes jardins du château, sentir la soie de ses robes luxueuses flotter autour d'elle. Elle aimait voir ses bijoux scintiller sous la lumière du soleil du matin, tandis qu'elle sirotait son jus frais, étendu sur une couverture moelleuse dans l'herbe. Pour le roi Midas, il n'y avait qu'une seule vérité. L'or était la source du bonheur. Et il était convaincu que plus il posséderait d'or, plus il serait heureux. Chaque décision, chaque marché, chaque parcelle d'énergie était consacrée à amasser davantage de richesses. Et puis, un jour, l'occasion rêvée se présenta à lui de manière tout à fait inattendue. Dionysos, le dieu du vin et de la fête, traversait le royaume. Comme à son habitude, il décida d'organiser une fête extravagante, pleine de chants, de danses et de rires. Connu dans toute la Grèce pour son amour immodéré de la célébration, Dionysos menait sa joyeuse procession de compagnons ivres et heureux, émerveillant tous ceux qu'il croisait. Mais au milieu de cette liesse, l'un des compagnons du dieu, un satyre nommé Silène, but plus que de raison et finit par se perdre. Épuisé par la fête, trop fatigué pour retrouver ses amis, Silène décida de se reposer dans le luxuriant jardin de roses qui bordait le château du roi Midas. Il s'allongea dans l'herbe douce, sous les roses écarlates éclatantes,
et sombra rapidement dans un sommeil profond et paisible. Dans ses rêves, il avait l'impression d'entendre encore les chants joyeux et les rires de ses compagnons, s'éloignant au loin vers les montagnes. Le son de leur bonheur le réconforta et il se laissa bercer doucement par ce souvenir. Mais lorsqu'il s'éveilla, ce ne fut pas au lever du soleil. Non. C'étaient des gouttes de pluie froide qui glissaient sur ses cheveux, ruisselant sur son corps. Il ouvrit les yeux pour découvrir un ciel assombri, des nuages gris et lourds qui étouffaient toute lumière, plongeant le monde dans une lueur triste et diffuse. Juste au-dessus de lui, les roses écarlates se penchaient doucement, alourdies par les mêmes gouttes de pluie froide qui avaient trempé le corps de Silène. Le parfum des roses flottait dans l'air, délicieux, envoûtant, un parfum si riche et si apaisant qu'il faillit replonger Silène dans le sommeil. Mais le contact glacé des gouttes le poussa doucement à ouvrir les yeux, l'invitant à se lever et à retrouver sa troupe. Toutefois, ce devoir fut momentanément repoussé, car à peine eut-il esquissé un mouvement que le roi Midas se tenait devant lui. Un instant, Silène crut que le roi allait s'emporter, lui reprocher d'avoir osé dormir sous ses précieuses roses. Mais non. Le roi, contre toute attente, lui tendit la main pour l'aider à se relever. D'un ton léger, Midas plaisanta sur son apparence fatiguée et l'invita à rester quelques jours au château, le temps de récupérer pleinement. Silène fut profondément reconnaissant de cette hospitalité inattendue. Il avait souvent entendu dire que le roi Midas n'était pas réputé pour sa bonté. Mais cette invitation pleine de compassion le surprit agréablement et il accepta sans hésiter. Pendant plusieurs jours, Silène vécut dans le confort du château, partageant la vie luxueuse du roi Midas et de sa douce fille Zoé. Il goûta à des plats exotiques et coûteux, but des vins parfumés venus de contrées lointaines. Il eut même l'honneur d'admirer la collection d'or du roi, la plus vaste qu'il lui ait jamais été donné de voir. Mais bientôt, le moment vint pour Silène de quitter cet univers doré et de retrouver Dionysos. À nouveau, le roi Midas surprit Silène en lui proposant de le raccompagner en personne, assurant ainsi son voyage en toute sécurité. Lorsqu'ils arrivèrent dans le domaine de Dionysos, la fête battait son plein, comme toujours. Le vin coulait à flots, les rires résonnaient sous les arbres, et les danses s'enchaînaient dans une joyeuse frénésie. Dionysos, en voyant Silène sain et sauf, fut transporté de joie. Il remercia longuement le roi Midas pour sa bonté et son aide précieuse. Et, pour lui exprimer toute sa gratitude, il lui fit une offre exceptionnelle. Il lui proposa d'exaucer un vœu, n'importe lequel. Le roi Midas prit un long moment pour réfléchir, pesant soigneusement ses options. Puis, d'une voix forte et assurée, il proclama « Je souhaite que tout ce que je touche se transforme en or. » Un frisson d'orgueil et d'excitation traversa le roi comme une vague puissante. Dionysos, cependant, lui jeta un regard inquiet
les sourcils froncés. Il le mit en garde. Il l'implora de réfléchir aux conséquences d'un souhait aussi dangereux. Mais le roi resta inflexible. Il affirma qu'il n'y avait rien au monde qu'il désirait davantage. Voyant qu'il ne pourrait le raisonner, Dionysos haussa les épaules et exauça malgré tout son vœu. Avant de le laisser partir, il le prévint doucement. « Demain matin, tu auras le pouvoir que tu désires, ô roi. Mais souviens-toi que tu as été averti. » Le roi Midas, lui, ne prêta guère attention à cet avertissement. Trop impatient de regagner son château, il s'élança, le cœur débordant de fierté et d'ambition. Le roi Midas dormit merveilleusement bien cette nuit-là. Son plan avait parfaitement fonctionné. Il connaissait les histoires disant que Dionysos exauçait des vœux à ceux qui lui ramenaient ses compagnons perdus, et il avait eu la chance inouïe d'en bénéficier. Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons du soleil vinrent baigner son visage en filtrant à travers la fenêtre, Midas s'éveilla avec un large sourire aux lèvres. Les draps doux flottaient légèrement dans la brise fraîche qui entrait par la fenêtre ouverte, lui murmurant de rester un peu plus longtemps au lit. Mais il avait mieux à faire, des choses grandes, extraordinaires, qui changeraient sa vie à jamais. Le roi se leva d'un bond, l'esprit encore tout empli des souvenirs de la veille, de cette promesse du souhait qui lui avait été accordée. Impatient de vérifier, Midas tendit la main vers sa table de nuit. À l'instant où ses doigts frôlèrent le bois, un éclat magique jaillit de son bout des doigts, et, en un souffle, il vit le bois se transformer lentement en or massif. L'éclat doré se répandit sur la surface comme une vague lumineuse, recouvrant la table pouce par pouce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'or, lourd, brillant, éblouissant. Le roi Midas poussa une exclamation de joie. Sa table était désormais faite d'or pur, valant bien plus que des poignées et des poignées des pièces avec lesquelles il se délectait autrefois. Submergé par la fierté, par la cupidité, par une joie insensée, il se précipita dans les couloirs du château, effleurant du bout des doigts tout ce qui se trouvait sur son passage. Il toucha une cruche d'eau. Elle se transforma en une splendide cruche dorée. Il frôla un tapis et vit les fils de laine tissés se changer en fils d'or étincelants. Chaises, statues, buffets, tentures. Aucun meuble n'échappa à sa touche magique. Quand il se retourna, il contempla son œuvre avec émerveillement. Un couloir entier transformé en or, miroitant sous la lumière montante du jour, rayonnant d'une clarté presque plus éclatante que celle du soleil lui-même. Le roi en resta bouche bée, le cœur débordant de triomphe. Fou de joie, il descendit pour rejoindre la salle à manger, désireux de partager son nouveau pouvoir avec sa fille. Tandis qu'il arpentait la salle, son esprit s'emballait, imaginant toutes les possibilités qui s'ouvraient à lui. Il pourrait transformer tout son château en or, puis faire payer des fortunes à ceux qui voudraient l'admirer. Il pourrait construire des bateaux d'or, des vêtements d'or, un royaume entier fait d'or. La simple pensée de cet avenir grandiose
l'enivrait au point qu'il n'entendit même pas ses serviteurs entrer pour dresser la table du petit déjeuner. Il vivait enfin son rêve absolu. D'un pas léger, il s'approcha de la table somptueusement garnie. Au centre trônait un bouquet de roses fraîches, celle-là même qui, par le plus grand des hasards, avait conduit Salinas jusqu'à son jardin et ainsi provoqué toute cette chance. Avec un sourire béat, Midas tendit la main pour humer leur parfum suave, signe éclatant de sa réussite. Mais aussitôt ses doigts effleurèrent la tige, la rose se changea en or massif, sous ses yeux ébahis. Pour la première fois de sa vie, le roi Midas fut un peu déçu de voir de l'or. Il comprit qu'il ne pourrait plus jamais respirer le parfum d'une rose tout en la touchant. Désormais, il lui faudrait se contenter de leur fragrance sans jamais effleurer leur tige délicate. Légèrement abattu par cette révélation, le roi Midas se mit à faire les 100 pas. La faim le saisit alors qu'il attendait l'arrivée de sa fille. Il tendit la main vers une grappe de raisin. Mais dès que ses doigts touchèrent le fruit, celui-ci se changea en or massif. Pris de dégoût, il recracha le raisin doré, choqué et une nouvelle fois déçu par cette lourde réalité. Peut-être que Dionysos avait eu raison de le mettre en garde. Peut-être qu'avoir tout ce qu'il touchait transformé en or n'était pas une bénédiction après tout. Alors qu'il méditait sur son sort, le roi entendit derrière lui les pas légers de Zoé. « Bonjour, papa », lança-t-elle d'une voix joyeuse. Le roi se retourna vivement pour la prévenir du souhait qu'il avait formulé, mais il était déjà trop tard. Comme chaque matin, Zoé l'enlaça tendrement, passant ses bras autour de lui avec amour. Et aussitôt, cette lueur familière jaillit entre eux. Sous les yeux horrifiés du roi Midas, l'or commença à envelopper sa fille, partant de ses propres doigts pour grimper sur elle, l'engloutissant entièrement jusqu'à ce qu'elle soit figée en une statue dorée. La seule personne qu'il aimait véritablement, sa précieuse Zoé, avait été transformée en or par sa propre cupidité. Accablé, le roi Midas tomba à genoux, des larmes ruisselant le long de ses joues. Il pria Dionysos avec ferveur, lui suppliant de lui retirer ce don devenu malédiction, de l'aider à ramener sa fille à la vie. Loin de là, Dionysos entendit la prière du roi. Il savait que Midas était un homme égoïste, obsédé par la richesse, et il avait espéré que cette malédiction lui servirait de leçon. Ému par la douleur sincère du roi, le dieu décida de lui accorder une seconde chance. Il parla à Midas, lui révélant que pour lever la malédiction, il devait trouver la rivière Pactole et y plonger ses mains dans ses eaux glacées. Aussitôt, le roi Midas, empli d'une gratitude immense, se mit en route pour trouver la rivière. Il n'appela aucun serviteur. Il ne monta ni à cheval, ni sur un âne. Il partit seul, à pied, dans une longue marche silencieuse, une marche d'introspection. Tout au long du chemin, il repensa à sa cupidité, aux erreurs qui l'avaient conduit jusque-là. Il regrettait profondément son vœu. Mais plus encore,
Il regrettait le mal qu'il avait causé à son royaume en ne pensant qu'à son or. Quand enfin il arriva au bord de la rivière, il n'était plus le même homme que celui qui avait quitté son château luxueux. À genoux sur la berge, il contempla la beauté de l'eau cristalline, cette rivière majestueuse serpentant entre les collines. Il baissa la tête et doucement, très doucement, il plongea ses mains dans l'eau glacée. Dès que ses doigts effleurèrent la surface, l'or s'échappa de ses mains en rubans scintillants, s'écoulant dans la rivière et disparaissant avec le courant, comme emportant avec lui toute sa vanité passée. Finalement, il ne resta plus qu'une légère lueur au bout de ses doigts, puis tout disparut. Tout l'or fut emporté par le courant de la rivière, glissant vers de lointains horizons pour aller remplir les poches de ceux qui en avaient bien plus besoin. Mais le roi Midas ne pensait plus du tout à l'or. Il se redressa et, sans perdre un instant, se lança sur le chemin du retour, courant aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Lorsqu'il franchit les portes de son château, il fut soulagé de ne voir aucun éclat d'or nulle part. Le château avait retrouvé sa forme simple et chaleureuse, débarrassé de tout son faste artificiel. Le roi parcourut les longs corridors en appelant à plein poumon sa chère Zoé. Et lorsqu'enfin il posa les yeux sur elle, sa fille, bien vivante, bien réelle, il la serra contre lui avec une telle tendresse qu'aucun trésor au monde n'aurait pu égaler cet instant. Zoé, souriante et les larmes aux yeux, entoura son père de ses bras, heureuse de retrouver celui qu'elle aimait tant. À partir de ce jour, le roi Midas changea radicalement. Il devint un souverain généreux, distribuant l'or de son immense trésor aux habitants de son royaume qui en avaient besoin. Il gouverna désormais avec compassion et bienveillance. Et il découvrit une joie bien plus profonde, un bonheur bien plus pur, en prenant soin de son peuple, que dans toutes les baignades dorées et solitaires qu'il avait connues auparavant.